Alors, on en a parlé souvent. Pierre Papier, c'est, bah oui, c'est ringard maintenant, hein. C'était très puissant psychologiquement à l'époque où dans l'univers financier, dans les univers financiers immobiliers, il y avait une frontière infranchissable. Et les banquiers détestaient la pierre et les immobiliers détestaient le papier. Donc c'était puissant. Aujourd'hui, si quelqu'un peut trouver mieux, hein, je suis preneur. Parce que on pourrait dire pierre digitale, on pourrait dire pierre token, on pourrait dire pierre crypto, on pourrait dire tout ce qu'on veut, hein. Toujours est-il qu'il y a une réalité dans la rencontre entre l'immobilier et la finance. Alors, je vais proposer à Joël Chauvin et Daniel Weil de venir, puisque on va parler tous les trois. Je vais commencer juste par vous dire quelques mots sur le fait que l'innovation dans l'immobilier, c'est pas récent. C'est pas récent, vous savez, la première grande. Alors, je ne vais pas remonter loin, loin, loin dans l'histoire, mais je voudrais quand même rappeler que la première innovation marquante dans l'immobilier, c'est la création du mot finance. Je sais que certains m'ont déjà entendu, je l'ai souvent dit, radio, télé, sur le site Pierre Papier, etc. Mais je vais quand même le redire pour les quelques-uns d'entre vous qui ne m'auraient pas encore entendu. En fait, la construction c'est au XIIIe siècle, la construction de châteaux forts, la construction de cathédrales était à chaque fois une opération lourde, compliquée et difficile à terminer. Il fallait trouver les moyens de terminer. Et de là est venu le mot finer. Finir, trouver les moyens de finir, finer. Et de là est arrivé le financier. Celui qui permettait de finir le château ou qui aidait à finir la cathédrale. Donc c'est quand même une belle invention, hein, il faut reconnaître. Cela dit, le mot nous a échappé. Hein, c'est comme le mot pierre-papier m'a échappé très vite finalement. Le mot nous a échappé, on l'a donné par l'anglais au monde entier. Mais les financiers s'en souviennent plus tellement. Hein. Alors, cela dit, il y a eu plein d'autres choses plus concrètes qui ont été faites. Par exemple, bon, pour les innovations, il y a d'abord des besoins ou des difficultés, et donc pour les surmonter, on trouve des nouvelles solutions. Et l'une des grandes étapes de l'immobilier dans notre pays, ça a été le fait de refaire Paris. Paris, au milieu du XIXe siècle, était devenu insalubre, vraiment en retard sur les autres capitales européennes. Et quand Napoléon III a voulu corriger cela, il a fait appel au baron Haussmann, mais il fallait financer. Et c'est là qu'il y a une idée totalement, j'ai envie de dire, inattendue et terriblement intéressante. Aujourd'hui, on appellerait ça du crowdfunding, l'appel public à l'épargne. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, le seul moyen, le seul circuit de l'épargne vers quelque chose, c'était la bourse. Et donc les frères Pereire ont commencé à créer une, puis plusieurs foncières. Donc ils ont dit, voilà, on va créer une entreprise industrielle, mais au lieu de faire des chemins de fer, de la sidérurgie, on va acheter des terrains et construire des immeubles. Et les foncières sont ainsi une très très belle invention. Alors elles n'ont pas été seules à financer, mais elles ont été pour beaucoup. Et Jules Verne d'ailleurs a été très impressionné dès la fin des années 50, enfin 1850, en ce sens que quand il décrit Paris au XXe siècle, qu'en fait le Paris au XXIe siècle, hein, Jules Verne avait raté la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout ça, donc le Jules Verne que Paris nous décrit aujourd'hui, enfin, entre guillemets, c'est celui d'aujourd'hui. Et Jules Verne imaginait que les foncières allaient restructurer toutes les villes françaises, reconstruire et rester propriétaire des villes françaises. Donc les foncières ont été une très belle invention. Alors, si je vais plus loin, allez, XXe siècle, il y a les années 30. C'est en Bretagne que deux notaires ont inventé la copropriété, qui est restée, je vous signale, une particularité française. Être propriétaire des parties privées de façon personnelle et être propriétaire en commun des parties communes, ça a été une innovation juridique absolument extraordinaire
qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans une crise du logement terrible, a complètement libéré la construction, enfin, l'accès au logement. Alors, je vais continuer rapidement pour laisser la parole à Joël et Daniel. En fait, il y a eu plein d'autres inventions. Par exemple, on a établi en France le crédit à taux fixe sur la personne, ce que l'Europe essaye de revenir en arrière aujourd'hui. Dans les années 60, il y a eu les civils immobilières qui sont devenus les CPI. Et puis, pour aller encore plus vite, aujourd'hui, on est en train de trouver, avec la blockchain, le moyen d'avoir un tiers de confiance pour l'immobilier non coté. Ce qui, en fait, représente un tremblement de terre dans l'univers immobilier. Voilà. Alors, je vous dis ça très rapidement pour dire que l'innovation, c'est une constante de notre secteur. On reste toujours jeune, toujours innovant. Et maintenant, je vais passer la parole à Joël Chauvin. Joël Chauvin, dont je dois dire que, bon, premièrement, bon, Maximilien l'a présenté pour son rôle à Finance Innovation. C'est elle, d'ailleurs, bien entendu, qui est la présidente du jury pour les prix qui seront décernés tout à l'heure pour la PropTech. Joël a été présidente d'Avivarim et elle est administrateur de plusieurs sociétés immobilières importantes. Alors, elle est fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier, qui a été... Et pareil, elle est fondatrice du club Complice, qui sont les femmes au pouvoir qui essayent de faire monter des femmes plus jeunes. Elle est présidente du musée d'art et d'histoire de Puisaye. Là, on arrive sur ces violons d'Ingres extrêmement utiles et très, très appréciés. Et elle est présidente de la société de dotation de la maison de Colette. Je m'arrête là. Elle a trop de talent et je la laisse nous décrire les innovations dans l'immobilier. Merci, Guy. Mes chers amis, j'ai pensé que l'innovation, c'était des révolutions. Alors, avec, j'espère, un peu d'imagination, je vais en partager 7 avec vous ce matin, si vous voulez bien. Alors, il y a une révolution qui a été toujours oubliée, et c'est probablement une révolution incroyablement importante. Je l'ai appelée la révolution maligne. C'est la loi de finances de décembre 99. Strauss-Kahn en était l'auteur. Les droits d'enregistrement, qui étaient de 20% sur l'immobilier, vont passer à moins de 10, 6, 7, 8%. Tout change. Tout change, fluidité du marché. On a moins peur d'acheter, on a moins peur de vendre. Les acteurs vont se multiplier et les idées sur l'immobilier aussi. La révolution des ingénieurs. Guy l'a évoqué tout à l'heure, c'est ces années 1850 extraordinairement intelligentes, riches. Les ingénieurs font toujours les révolutions. C'est la création du béton armé. Le béton précontraint va suivre très vite. C'est des ingénieurs, j'ai envie de dire leur nom parce qu'ils sont merveilleux. C'est Coignet, c'est Hunbic, c'est Fraissinet. Les ascenseurs, tout simplement, vous le savez, c'est Otis. Toujours en 1850. Viendront ensuite, alors passons au XXe siècle, je vais oublier beaucoup de découvertes, mais ils me pardonneront. Je me souviens du premier faux plancher. On avait des perches, on passe à l'invisible. C'est sous nos pieds et ça va être tout le réseau nerveux qui va construire à cette intelligence du quotidien. Il y a les verres intelligents. Le verre prenait le froid, il prenait le chaud, il va devenir intelligent. Il va prendre le chaud quand il en a besoin et refuser le froid quand il ne le veut pas. Grande révolution à ne jamais oublier. L'essor des pompes à chaleur, des pompes géothermiques. Et puis, on va aller vers des climatisations intelligentes, plus douces, plus modérées, mieux s'adapter au quotidien et à l'hygiène de chacun. Et puis, plus récemment encore, les 3D. Mais beaucoup d'autres découvertes, mais je ne peux pas en parler de toutes. La révolution verte. Alors, on vit dedans.
On est imbibé de cette révolution-là. C'est l'arrivée des labels. Et finalement, ils ne sont pas si vieux que cela. Je me souviens de les avoir pour la première fois déchiffrés dans les années 2004-2005, hein, et de les vulgariser dans nos immeubles petit à petit. Nous allons vers des technologies économes, avec des capteurs qu'on mettra partout dans nos immeubles, le réemploi des matériaux, les vertus de la proximité de ce qu'on achète, si possible d'acheter en Europe et essayons d'acheter un peu moins loin, la bataille contre l'amiante, la dépollution des sols partout, qui est quand même un problème interpellant, et puis tout le développement du bas carbone qui est maintenant notre quotidien. Le green est une valeur verte, une vertu dont on ne se passe plus. Révolution des usages. Alors, j'ai appelé cela la souplesse sous contrôle. Faire du logement qu'on bascule en bureau, du bureau qu'on bascule en logement, c'est possible, c'est sous surveillance, quelquefois improbable, mais c'est sous surveillance. Et on a eu l'occasion tous de voir des logements, quelquefois trop d'ailleurs, passer en bureau. Les locaux d'activité, la logistique de proximité, qui là aussi sont des usages qui se transforment et qui offrent des services différents. Alors je vais terminer sur 3 révolutions qui nous tiennent, je crois, beaucoup à cœur. D'abord, la révolution qu'on pourrait peut-être qualifier de sociologique. C'est la révolution post-Covid qui nous secoue tous. On n'est sûr de rien encore. On sait qu'on travaille par écran de plus en plus, qu'on voudrait travailler moins au bureau. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est crédible? Je n'ai pas encore la réponse. Je crois qu'il y aura une tendance. Jusqu'où ira-t-elle? C'est nous tous qui apporterons une réponse dans quelque temps, je crois. Alors, en face de cette révolution particulière, quelle sera la tenue de la demande du pick-up? Je ne sais pas encore. On sait que certains grands locataires commencent à être plus malthusiens sur leur demande de surface. On a des baux qui nous corsettent. Est-ce que ces baux-là s'adouciront pour être plus à la réponse d'une flexibilité, je dirais, de vie? Certains passés sont démodés, me semble-t-il. Je pensais à l'importance que nous attachions lorsqu'on construisait des immeubles nouveaux à créer des restaurants d'entreprise. Important, très... On passe un temps fou avec nos bureaux d'études là-dessus. Je crois que petit à petit, sauf peut-être pour les grandes tours et encore, on va aller vers d'autres manières de vivre. Peut-être plus de salles à manger moyennes, où on se fera servir des choses au déjeuner qui seront commandées, qui seront plus ouvertes à une gastronomie différente. Je vais rester aussi sur une note un peu sympathique. Je trouve que dans nos immeubles, et c'est une révolution, petit à petit, l'art rentre de plus en plus. Ça fait partie d'un plaisir de vivre et de faire rentrer quelque chose qui était extérieur à l'immobilier, tout au moins à l'immobilier de bureau. Et puis, la révolution des startups. La révolution des startups, c'est des sociétés extraordinairement agiles et inventives qui vont nous apporter des traits d'union entre des services, entre des métiers, entre des interrogations auxquelles on ne donnait pas de réponse et qui, elles, vont en apporter. Et je vous avoue, à Finance Innovation, absolument émerveillée, et le mot n'est pas trop fort, de voir passer des startups qui nous amènent des solutions auxquelles on n'avait parfois même pas pensé. La révolution, alors je vais terminer sur une révolution un peu philosophique, vous me pardonnerez cette échappée belle vers la philosophie.
je pensais à Cynthia Fleury. Elle a montré à l'Arsenal des choses qui, à mon avis, touchent notre sensibilité. Elle a montré combien il était important de prendre soin des utilisateurs, des investisseurs, prendre soin dans toute la chaîne que nous connaissons, que ce soit le maître d'ouvrage, qui a un rôle évidemment essentiel, son architecte, essentiel également, ses bureaux d'études, essentiels également. Vous allez dire, Joël, elle nous raconte que de l'essentiel. Oui, c'est 3 données essentielles. Pour aller vers l'utilisateur final, eh bien, ce chaînage doit être vertueux. Il doit prendre soin des autres, parce que si on parle d'écologie, il faut être écologique du début à la fin, par la science, par les savoir-faire, par les engagements personnels. La parole que nous avons quand nous lançons des projets, quand nous les façonnons, elle est extraordinairement importante. Voilà ce que je voulais vous dire sur mes révolutions. Et je voulais terminer sur quelque chose qui m'a toujours attendri. On parlait de ce soin, de ce quart dont parle Cynthia Fleury. Il y a un immeuble à Paris, rue Vavin, quand je passe devant, je m'arrête. C'est un immeuble qui a été construit par 2 grands architectes, Sauvage et Sarrazin, qui fait partie du mouvement hygiéniste. Et le mouvement hygiéniste, c'est un mouvement qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été très important, et qui rejoint ce que nous faisons aussi un peu maintenant, qui était de dire, trouvons une solution, en l'occurrence à l'époque, en 1930, c'était le fléau de la tuberculose, et de dire, luttons contre. On va lutter contre le Covid aussi. Et les architectes ont fait des immeubles respirants, avec des grandes baies, blancs. On respire, la lumière rentre, ils sont plein sud. C'est le care qu'on va appliquer à notre patrimoine maintenant. Bon courage pour la journée. Et voilà, on l'écouterait pendant des heures, mais malheureusement, il faut aussi donner la parole à Daniel. Alors, Daniel Weil est le... on était prévu pour 3. Daniel, il est formidable. Absolument. D'abord, il est formidable puisque, Frédéric l'a dit tout à l'heure, j'avais créé et dirigé l'IEIF pendant pas mal d'années et Daniel avait fait partie de mon équipe. Et puis aujourd'hui, il est, on pourrait dire, le patron de la recherche. Hein, son titre exact, c'est directeur recherche, stratégie et développement durable de Primonial RIM. C'est-à-dire qu'il inspire, il éclaire, il donne des informations, des analyses à des équipes qui gèrent 35 milliards d'euros d'immeubles en Europe. Donc c'est un homme qui réfléchit et il va nous parler d'innovation dans l'immobilier. Daniel. Merci Guy. Juste partager quelques réflexions, peut-être du point de vue de l'investisseur. Parce que quand on investit en immobilier, même si les droits d'enregistrement ont diminué, ils sont tels qu'on investit nécessairement à long terme. On investit typiquement sur 10 ans. Et donc, dans 10 ans, on va vendre un immeuble à quelqu'un qui lui-même investira dans 10 ans. Donc, en fait, le vrai horizon de création de valeur, c'est 20 ans, puisqu'il faut qu'il l'achète sur les bases qu'il y aura dans 10 ans. Ce qui veut dire que les tendances dont on parle, les tendances longues, les tendances lourdes, en immobilier, on les prend. On ne peut pas s'échapper si on a fait un mauvais pari macroéconomique. On ne peut pas s'échapper si on n'a pas eu bon sur ce qu'on anticipait dans 10 ans sur le développement de telle ou telle ville, sur le développement démographique, sur le développement de tel ou tel bâtiment, de tel ou tel usage. Et donc, c'est à ça que sert la recherche en immobilier. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, on se trompe moins sur le long terme que sur le court terme, curieusement. C'est plus facile à prévoir. Des choses comme la démographie sont plus faciles à prendre en compte dans les modèles que des choses prédictives à 3-6 mois. La deuxième réflexion que je ferai, c'est un peu le changement du métier immobilier. Hein, de ce que c'est vraiment qu'être un investisseur et de gérer de l'immobilier. Il y a un penseur qui est intéressant là-dessus, c'est Jérémy Rifkin,
L'âge de l'accès, The Age of Access, qui est un bouquin qui date des années début 2000, hein, et qui est assez prédictif en fait, et avec cette idée que, et c'est pas seulement sur l'immobilier, c'est sur tout, hein, il ne s'agit pas simplement de mettre à disposition un immeuble pour nos locataires, mais aujourd'hui, faire de l'immobilier, c'est en fait être le fournisseur d'accès à une expérience, être le fournisseur d'accès à l'expérience du locataire. Et c'est moins une question de propriété qu'une question d'usage. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que d'autres appellent l'hôtellisation de l'immobilier, hein. Et ça, c'est vrai en bureau de façon évidente. C'est vrai en résidentiel de plus en plus. C'est vrai, y compris en immobilier de santé, où on est un peu présent chez Primonial. Et donc, c'est dans cette perspective-là où finalement, on va devoir être aussi le chef d'orchestre de l'expérience du locataire que les innovations nous intéressent. Parce que, d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Joël, l'innovation dans cette perspective d'amélioration de notre métier, d'accord, d'extension du domaine de la gestion immobilière, c'est quoi ? C'est résoudre les problèmes, d'accord, fondamentalement. Et un des problèmes de l'innovation, c'est que on ne sait pas forcément formuler les problèmes. On ne sait pas forcément quels problèmes on a, en fait. Si on se posait la question, quels sont les problèmes que je veux résoudre, je ne suis pas sûr qu'on aurait la réponse comme ça. D'accord ? Donc, on pourrait commencer déjà par ce que l'innovation, à mon avis, n'est pas, ou ce qu'il ne faut pas qu'elle soit. Il ne faut pas qu'elle soit un gadget. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit de la technologie qui ne résout pas de problème. C'est à cette lumière-là qu'il faut, à mon avis, un peu auditionner tout ce qui est objet connecté, etc., trier ce qui est de l'ordre du gadget et trier ce qui résout vraiment un problème. Ça, c'est important. Ce que n'est pas l'innovation non plus, c'est vendre un business qui existait avant sous un marketing technologique. Hein, typiquement, vendre de la sous-location comme de la tech, hein, au hasard. Donc ça, c'est y compris parce qu'il y a plus de financement pour la tech que pour le property management. Donc ça, c'est ce que l'innovation n'est pas. Et puis ce que l'innovation est pour l'immobilier, hein, ce que j'ai vu, ce qui a été le plus intéressant dans les 2-3 dernières années, on va dire, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la data, parce que pour qu'on soit les chefs d'orchestre de l'expérience du locataire, il faut qu'on connaisse nos immeubles. On ne les connaît pas si bien que ça. Donc il faut vraiment qu'on ait les indicateurs opérationnels et la data sur nos immeubles et qu'on réapprenne à connaître nos immeubles. Ça, c'est un point qui est très important. Il y a ce qu'a évoqué Guy sur la... Quand tu parles de la tokenisation, moi je dirais la déconstruction de la propriété, en fait. Ça, c'est presque aussi des innovations juridiques. Hein, sur la question de la nue propriété, sur le démembrement entre bâti et terrain, même entre parties communes et usage, etc., entre nue propriété et usufruit. Ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est aussi la question de l'accès qui se pose, de l'accès au logement, etc. Et donc de pouvoir vendre des bouts de propriété, en fait, et pas nécessairement des immeubles qu'on goberait, je dirais, d'un seul coup, en pleine propriété. Hein. Et donc une démocratisation qui va de pair avec ça. Et puis enfin, il y a ce qu'évoquait Joël également, tout l'aspect développement durable, où là, c'est quelque chose d'encore plus englobant. Évidemment, il y a la question de la data dans tout ce qui est développement durable, le carbone, etc. Et ça, il y a vraiment eu des avancées énormes sur ce sujet-là ces 2-3 dernières années, qui nous font gagner énormément de temps. Mais il ne faut pas oublier la prochaine étape de ça. C'est en fait une redéfinition de la valeur. C'est-à-dire, moi, je suis absolument convaincu que d'ici, c'est toujours difficile de prévoir les dates, mais on va dire 5 à 10 ans pour raisonner un peu à hauteur d'homme. Quand on parlera de performance, on parlera de quelque chose qui est double, à la fois performance financière et extra-financière. D'accord ? C'est en fait une redéfinition de la valeur qu'on crée. Et ça, c'est quelque chose que je vois venir avec le carbon pricing, avec un certain nombre de choses. Et pour conclure là-dessus, c'est là que la technologie est intéressante parce qu'elle nous force à nous redéfinir, en fait. Elle nous force à redéfinir qui on est, à reformuler qui on est. Le développement durable va devoir nous faire nous reformuler qui on est, vraiment à un sens presque, comme ce qu'évoquait Joël, anthropologique. Hein, parce que souvent, les erreurs qui sont faites dans
certaines dérives pseudo-écologiques, c'est un, de considérer que la nature est toujours bonne, et deux, de considérer que l'homme ne fait pas partie de cet écosystème. Bah, si, la nature n'est pas toujours bonne, et l'homme en fait partie. Mais par contre, on doit se redéfinir, on doit se repositionner. J'ai presque envie de conclure par un éloge de la régulation, puisque ce n'est pas les régulateurs qui innovent, évidemment, mais par contre, pour tout ce qui est développement durable, c'est clairement des choses comme le décret tertiaire, comme SFDR et autres, la taxonomie européenne, qui nous ont fourni des contraintes que certains peuvent trouver excessives ou absurdes, mais qui nous forcent à nous redéfinir, en fait. Et donc, c'est là que à redéfinir même le cœur de notre métier et qu'est-ce qu'on fait là. D'accord ? Donc, c'est là qu'on on est demandeur de se faire bousculer par la technologie pour à la fois trouver des solutions et reformuler qui on est. Merci à vous. Eh bien, super. Eh bien, bravo Joël, bravo Daniel, c'était très intéressant. On n'a plus de temps pour les questions-réponses parce que nous avons déjà débordé un petit peu. En tout cas, nous vous souhaitons une très très bonne journée et je crois qu'il y a plein de débats passionnants qui arrivent.